Nous continuons tout de suite avec une première partie musicale. J'ai demandé à Shraga Bloom d'interpréter un des grands morceaux de Rosh Hashanah Yom Kippur, Untanet Tokef, Berosh Hashanah, et nous allons l'écouter tout de suite. Et puis après, un second morceau qui sera Avinu Malkeinu d'après les Nigunim d'Alsace-Lorraine. Voilà, nous allons l'écouter tout de suite. Rosh Hashanah, avec un air traditionnel de Moussaf, dans la tradition ashkénaze, justement, Berosh Hashanah. Berosh Hashanah, Yikateyavun, Uveyom Som Kippur, Yechateyemun, Kama Yavrun, Vechama Yibarechun, Michyeh umiyamut, mi vekitzo, mi lo vekitzo, mi vaesh umi vamayim, mi bacherev umi varav, mi varash umi vamagefa, mi yanuach umi yanuach, mi shaket umi taref, mi shalev umi yityasar, mi yavom umi shafel, mi yehasher umi yehani. Nous passons à Yom Kippour avec quelques versets, quelques phrases de Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, Chatanu lefanecha. Avinu Malkeinu, ein lanu melech ela ata. Avinu Malkeinu, aseh imanu leman shemecha. Avinu Malkeinu, Chadesh aleinu Shana Tova. Avinu, Avinu Malkeinu, Malkeinu, Chadeh batem yaleinu, Kol gezerot kashot. Shraga, merci beaucoup encore pour cette très belle voix, une très belle interprétation qui nous met dans l'ambiance de Rosh Hashanah et de Kippour. Nous recevons tout de suite le Rav Eli Kling, directeur de la Mechina Toranite pour jeunes filles de Chemdat Hadarom. Voilà, et Rav Eli, vous êtes avec nous. Et Absolument. Voilà, alors on se réjouit de vous écouter entre Rosh Hashanah et Sukkot, de l'éthique à l'esthétique. Vous avez un quart d'heure pour nous ravir. De l'éthique à l'esthétique, donc. Oui, parce qu'en général, on a… Pardon ? Lo pachot velo yoter. Lo pachot velo yoter, absolument. Alors, d'habitude, on pense qu'on doit créditer les Grecs de tout ce qui est esthétique et les Hébreux, les Juifs, de tout ce qui est éthique. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire que l'esthétique, c'est Athènes et l'éthique, c'est Jérusalem.
Mais la vérité, dire ça, c'est faire, c'est rendre un mauvais service et en fait dire quelque chose qui n'est pas réellement exact, ni du côté grec, ni du côté juif. Et la vérité, c'est que évidemment, les Grecs ont quelque chose à dire sur l'éthique. D'ailleurs, le mot éthique lui-même est évidemment un mot grec. Ça vient donc de ethikos, qui veut dire apparemment la morale. Et ça serait dérivé également de ethos, qui signifie les mœurs. Et donc, si vous voulez, l'éthique, ça serait la morale des mœurs. Évidemment que les Grecs ont quelque chose à dire là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y avait quelques fois. Dites-moi, je ne suis pas un petit peu trouble là sur la. Si. Est-ce que vous pouvez corriger l'image? Parce que c'était impeccable et là, de nouveau, c'est devenu un peu trouble. Bizarre. Alors, Peut-être qu'on a déjà dû. Est-ce que c'est le sujet qui rend. C'est le... c'est le sujet, je sais pas. On t'a perdu là. On n'a plus. Là, on m'a perdu complètement, ouais, c'est encore mieux. Ouais, c'est la nouvelle caméra qui fait des siennes, c'est l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Attendez voir. On rebranche. Voilà, c'est Voilà, bon là comme ça? C'est bon. Voilà, très bien, ok. J'ai le droit à une minute en plus ou on reste là? Pas de problème. Alors, non, ce que je disais, c'est qu'évidemment, les Grecs ont quelque chose à dire sur tout ce qui est vertu, tout ce qui est moral. Et il y avait évidemment même des grandes discussions entre eux. Un type comme, je ne sais pas, Épicure, comme vous le savez, alors il pense que le bonheur est atteint par le plaisir, alors que d'autres sont beaucoup plus austères et pensent qu'au contraire, c'est la recherche de la vertu qui peut amener au bonheur. C'est ce que pensent, vous savez, les Socrates, Platon, etc. Donc, évidemment qu'ils ont quelque chose à dire sur l'éthique. Mais de la même façon, Israël a aussi quelque chose à dire sur l'esthétique. Sauf qu'il y a des lois précises concernant l'esthétique d'Israël. Et je pense que le mois de Tishré, justement, est suffisamment représentatif pour montrer à quel point Israël a quelque chose à dire sur l'éthique et également sur l'esthétique. Et les différentes fêtes qui se succèdent passent progressivement de l'accent qu'on met sur la morale et sur la vertu et sur les bonnes actions et sur la teshuva. Enfin, c'est Rosh Hashanah, c'est Kippour, c'est la Seret Yemei Teshuva. Et puis après, on arrive à Sukkot. Et Sukkot, c'est en effet une fête qui met au centre de la fête tout ce qui est beauté. Après tout, les quatre minimes, les quatre espèces que l'on prend sont centrées autour du fameux etrog qu'on appelle Pri Etz Hadar, et Hadar, ça veut dire beau. D'après le pshat du pasuk, hein, Hadar, ça veut dire beau. Et tout le monde a en tête les grandes scènes dans les centres de gens pieux en Israël, que ce soit à Jérusalem, à Mea Shearim, ou que ce soit à Bnei Brak, où ces Juifs viennent, quelquefois même avec une loupe dans les mains, vous vous rappelez, puis ils prennent les trogim et puis ils regardent pendant des longues minutes pour savoir lequel est le plus beau à leurs yeux. Évidemment, vous allez me dire, mais l'esthétique, c'est beaucoup quelque chose de subjectif, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des lois de l'esthétique qui seraient des lois objectives? C'est exactement ce dont on va parler dans une minute. Évidemment qu'il y a beaucoup de subjectivité là-dedans, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une place centrale pendant la fête de Sukkot à la beauté. Il faut que le hétrog soit beau, soit très beau. S'il y a quelque chose qui est vraiment repoussant au niveau de son aspect extérieur, il n'est pas saoul, on peut pas l'utiliser. Et puis même la souka. Évidemment, elle est fragile, elle n'est pas très solide, mais elle est extrêmement bien décorée. Et il est vrai que lorsqu'on rentre dans une souka, chez nous dans le village, mais c'est le cas dans la plupart des villages et peut-être même des shchunot, des quartiers en Israël, il y a même un concours le premier soir des enfants. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais enfin chez nous c'est comme ça. Les enfants courent de souka en souka pour décider quelle est la souka la plus belle. Ils reçoivent d'ailleurs des bonbons à cette occasion, ce qui évidemment les pousse à travailler consciencieusement et à vraiment vérifier les différences entre une souka et une autre. Donc, Sukkot, c'est finalement la fête de l'esthétique également. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a esthétique et esthétique. Donc, l'esthétique a sa place, et même sa place centrale dans les fêtes de Tishré à la fin, mais il y a des lois pour savoir qu'est-ce qui est beau. Qu'est-ce qui est beau chez nous? Qu'est-ce que le judaïsme considère comme beau? C'est quoi le prix Etz Hadar réellement? Et là, je voudrais vous donner simplement 2 ou 3 petits exemples de halachot concernant le hétrog
et qui montre la spécificité, si vous voulez, de l'esthétique juive. Et peut-être qu'en effet, c'est pas ce qui est commun entre notre manière de voir les choses et la manière que d'autres peuvent avoir de voir la même chose, la même réaction vis-à-vis de la beauté. Alors, premièrement, évidemment, Sukkot arrive pendant les fêtes de Tishrei, mais arrive à la fin. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour l'esthétique, mais il faut que ça commence par Rosh Hashanah et Kippour quand même. L'ordre ici est important. On ne peut pas rentrer directement dans la glorification de la beauté. Il faut passer d'abord par ce travail sur nous-mêmes, par ce travail de remise en question, par cet essai que nous devons tous avoir d'être un peu meilleur cette année que ce qu'on était l'année précédente. Il y a seulement lorsqu'on passe par la case de l'éthique, de la morale, de la vertu, des midotes, qu'on peut ensuite arriver à Sukkot. Mais ce serait absolument pas juif de penser qu'on puisse commencer par Sukkot et terminer par Rosh Hashanah et Kippour. C'est sur la base de quelque chose de fondé, de clair, de stable au niveau de la morale, au niveau des midotes, qu'on peut ensuite arriver à quelque chose en plus, qui serait donc également la beauté, la manière de vivre de manière agréable finalement, puisque évidemment, ce qui est beau, comme dit la Mishnah, ce qui est beau, ça permet à l'homme d'avoir une pensée plus apaisée et donc quelquefois d'arriver à de meilleures compréhensions. Et c'est vrai, quand on vit dans un monde qui est pas très joli, que ce soit dans un quartier qui est pas beau, je sais pas, un immeuble qui est repoussant, etc. Et quand tu vis là-dedans, tu as moins de possibilités d'avoir suffisamment de chalva, suffisamment le cœur apaisé pour pouvoir réellement réfléchir sur les choses importantes. Donc, c'est vrai que l'esthétique est importante, dire Ana'a, Ishana'a, etc. Ça permet de mieux se concentrer sur les choses importantes. Mais ce n'est pas seulement un moyen pour arriver à une fin, c'est quelquefois une fin en soi, à condition de savoir qu'est-ce qu'on appelle réellement esthétique et quelles sont si vous voulez, les règles à ne pas dépasser, à ne pas transgresser. Donc, d'abord, commencer par l'éthique pour arriver ensuite à l'esthétique, premièrement. Et puis, deuxièmement, à l'intérieur même de l'esthétique, le hétrog, qui est le plus beau, en fait, des 4 espèces, et c'est pour ça, c'est sur lui qu'on a dit qu'il fallait que ça soit un fruit beau, sur les autres, on ne l'a pas dit. Alors, c'est vrai que le lulav également, on le choisit de manière très spéciale, etc. Même chose pour les hadassim et tout ça. Mais enfin, le mot hadar, qui veut dire joli, qui veut dire beau, c'est un mot c'est un qualificatif qui a été donné à l'étrog. Donc, si vous voulez, c'est l'étrog, en fait, qui représente l'essentiel de la beauté des 4 espèces. Et on pourrait donc croire que prendre le hétrog dans les mains, ça suffirait. Or, comme vous le savez, si vous prenez juste le hétrog et pas les 3 autres, eh bien, vous n'avez pas fait la mitzvah. Donc, si vous voulez, dans l'esthétique juive, il y a également cette idée de rassembler autour de ce qui nous semble le plus beau, d'autres créatures, d'autres formes d'existence qui ne sont pas obligatoirement aussi belles que la beauté idéale. Et si tu prends juste le hétrog, tu n'as pas fait la mitzvah. Il faut qu'il y ait là-bas également un lulav qui a sa majesté, mais qui n'a pas du tout la même beauté que le hétrog, le hadas et la harava, qui sont beaucoup plus modestes, qui ne sont pas impressionnants comme le lulav ou le hétrog, mais qui font partie obligatoirement de la mitzvah. Donc, si vous voulez, l'esthétique d'accord, la beauté d'accord, mais une beauté qui englobe également tous les autres représentants, d'autres formes de beauté qui sont peut-être moins visibles à l'œil nu, moins expressives au départ, et qu'il faut réellement réfléchir, regarder pour pouvoir retrouver les qualités qui existent également dans les autres espèces. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je voudrais, puisqu'il nous reste que 5 minutes, finalement, je voudrais vous donner 2 halachot concernant le hétrog et qui sont assez représentatifs de ce que j'essaie de vous dire ce soir. La première halacha parle de quelqu'un, c'est donc dans le Shulchan Aruch, parle de quelqu'un, un type qui plante et qui cultive des hétrogim pour lui-même et pour le vendre également. Donc imaginez, il a un champ d'étroguiers, et puis une année, il se promène dans son champ et puis il voit un hétrog. Alors, lui qui est un spécialiste de l'hétrog, il voit un hétrog, le plus bel hétrog qu'il n'a jamais vu de sa vie.
Il a tout pour plaire, ce hétrog. Il a la forme qu'il faut, il a l'odeur également. Et puis, surtout, on peut le prendre comme ça par le milieu. Il n'a absolument aucune aspérité, il a rien qui… il n'a pas de tache, etc. Le hétrog parfait. Évidemment, avec beaucoup d'émotion, il prend ce hétrog, il n'a pas l'intention de le vendre, il le garde pour lui, et il passe la fête de Sukkot avec son merveilleux hétrog dont tout le monde parle au Beth Knesset. Et puis, vers la fin de la fête, il se dit, c'est quand même dommage que cette année, j'ai eu un hétrog aussi beau, mais l'année prochaine, je n'aurai plus qu'un hétrog moyen comme chaque année. Alors, il a une idée tout d'un coup. Il se dit, je vais mouler le hétrog. Et puis, le moule en question, qui aura donc la forme parfaite de l'hétrog parfait, je vais l'attacher à mon hétroguier afin que l'année prochaine, le hétrog qui va pousser à l'intérieur, eh bien, il aura exactement la forme de ce hétrog idéal que j'ai eu la chance d'avoir cette année. Ce qu'on appelle en hébreu hétrog bitfus, un hétrog qui a poussé dans un moule. Eh bien, bizarrement, le Shulchan Aruch te dit hétrog bitfus pasoul. Si tu as fait pousser un hétrog dans un moule, eh ben, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour la mitzvah, tu ne peux pas le prendre. Autrement dit, la beauté de l'hétrog dépend également de la liberté qu'il a eue à se développer. Si tu veux absolument qu'il ressorte d'une certaine manière, comme toi, tu as décidé qu'il devait ressortir, et tu ne l'as pas laissé se développer tel que lui pensait qu'il devait se développer, eh bien, c'est un hétrog qui n'est pas beau, pas suffisamment beau en tout cas pour faire la mitzvah, et tu dois le mettre de côté. Si vous pensez à l'éducation, eh bien, vous n'avez pas tort. Il y a dans ces halachot de beauté, il y a également des halachot qui pourraient être appliqués dans le domaine de l'éducation. Souvent, les éducateurs, les professeurs, les maîtres pensent qu'il existe un élève idéal. Souvent, moi, je me souviens quand on avait, dans certaines réunions de professeurs, quand on n'avait plus de quoi parler et que le directeur n'avait plus réellement un thème original, alors le thème bateau, sur vous savez, les journées où on est censé réfléchir sur les problèmes importants. Alors, le thème bateau, c'était quel est l'élève idéal ? Chacun disait son grain de sel. Il n'y a pas d'élève idéal. L'élève idéal, c'est pas, il n'a pas exactement l'idée que tu t'en fais, et ton école que tu as créée pour former des élèves, c'est pas une école de laquelle tout le monde devrait ressortir sur le même moule, justement. L'école, ou si vous voulez, l'éducation, ou l'enseignant, il est là pour essayer de faire ressortir le mieux possible de son élève ce qu'il a de mieux en lui. Et d'abord lui faire prendre conscience de ce qu'il a de bien et de lui donner tous les kélim, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse en effet le développer, mais certainement pas le forcer à sortir exactement comme lui il pensait qu'il devait sortir. C'est valable pour les enseignants comme c'est valable pour les parents. Souvent on a l'impression que quand notre enfant il rentre pas exactement dans le moule qu'on avait prévu pour lui, alors on a raté notre éducation. Non, tu n'as pas raté ton éducation, évidemment. Il n'y a pas d'éducation qui se fait par moule. Hétrog bitfus pasoul. Et puis la deuxième, la dernière halakha dont je voulais vous parler, c'est le hétrog agol. Imaginez quelqu'un qui, parmi toutes les formes géométriques qui existent, il adore tout ce qui est sphérique, tout ce qui est rond, alors vraiment rond, quoi, comme un ballon de foot. Et puis, quand il choisit son hétrog, il essaie de choisir le hétrog rond. Eh bien, figurez-vous qu'un hétrog agol, il n'est pas saoul. Un hétrog qui est rond, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Alors, ça veut dire quoi, un hétrog qui est rond et pas bon ? Je vais vous dire pourquoi il n'est pas bon. Parce que quand vous prenez un hétrog qui a la forme d'un ballon de foot et que vous le posez donc au milieu de la table, quel que soit l'angle par lequel vous le regardez, vous voyez toujours la même chose. Un hétrog agol, c'est un hétrog qui n'a pas de différents angles de vue, vous voyez, c'est-à-dire il donne toujours le même aspect de lui-même. Et ça aussi, c'est pas bon. Un vrai hétrog, c'est un hétrog qui doit être capable de… Voilà le texte du Shulchan Aruch qui a fait. Je n'avais même pas dit qu'on avait parlé de ça. Gidlo bitfus, exactement. Pasoul, et puis ensuite, Hagol kekadour, pasoul, en effet. Donc, un hétrog qui serait comme un ballon serait mauvais, sans doute parce que, vous savez, il y a des gens comme ça aussi qui sont un petit peu ronds. Je ne parle pas de l'embonpoint. Des gens qui sont un petit peu ronds. C'est-à-dire que là où vous les placez, quel que soit le sujet que vous abordez, vous savez toujours à l'avance qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils présentent toujours d'eux la même facette, finalement. Et ça tourne toujours autour de la même chose. C'est des gens qui ne peuvent pas te surprendre, qui sont prévisibles, qui disent toujours plus ou moins la même chose. Et bien, ça aussi, ce n'est pas réellement le hétrog idéal. On ne peut pas le prendre en tout cas pour la mitzvah. Ce sont des critères qui disqualifient
les lois de l'esthétique juive. Alors, je résume, parce que je vois qu'on est déjà arrivé à la fin du temps qui m'est imparti. Donc, qu'est-ce que c'est que l'esthétique juive? D'abord, c'est une esthétique qui a toute sa place, mais qui doit suivre l'éthique et non pas la précéder. Deuxièmement, elle doit être représentative des différentes les catégories qui existent dans le peuple. Et on ne peut pas uniquement prendre ce qui est le plus beau et laisser de côté tout le reste. Chacun a sa partition à jouer. Et c'est justement lorsque l'orchestre est complet que réellement la musique est harmonieuse. Troisièmement, un hétéro qui serait forcé, qui devrait sortir d'après un certain moule prévu à l'avance, c'est évidemment pas l'esthétique que le judaïsme recherche. Et enfin, un hétéro-gargole prévisible, rond, qui ne surprend plus personne, également, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ce que nous, on considère comme étant digne de beauté. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce petit message entre Rosh Hashanah et Sukkot. Voilà, en tout cas, Shana Tova, Chag Sameach, Chagim Smechim, pour chacun, Tichle Shana Bekillotea, Techel Shana Obiekotea, que cette année soit une année de bracha pour nous tous. Merci beaucoup pour ce beau message esthétique, on dira, mais surtout ce message aussi plein d'espoir. Shana Tova, Tiva Vecha Shana Tova, et à bientôt. Au revoir.